s'appelle le conte bleu, qui n'est pas dans le fameux... Mais voilà, il est inspiré de rien, c'est juste pour la beauté de la couleur. Il s'appelle conte bleu. Les marchands venus d'Europe étaient assis sur le pont devant la mer bleue, dans l'ombre indigo des voiles largement rapiécées de gris. Sans cesse, le soleil changeait de place entre les cordages, et le roulis le faisait rebondir comme une balle hors d'un filet aux mailles trop larges. Le navire virait continuellement pour éviter les écueils, et le pilote attentif caressait son menton bleu. Les marchands débarquèrent au crépuscule sur un rivage pavé de marbre blanc. Des veines bleuâtres couraient à la surface des grandes dalles de pierre qui avaient autrefois servi au revêtement des temples. Les ombres que les marchands allongeaient derrière eux sur la route en se dirigeant dans le sens du soir étaient plus grandes, plus minces et moins noires qu'en plein midi, et leur nuance de bleu très pâle faisait penser aux cernes qui s'étendent sous la paupière d'une malade. Des inscriptions bleues tremblaient sur le dôme blanc des mosquées comme des tatouages sur un sein délicat, et de temps à autre, une turquoise entraînée par son propre poids se détachait des lambris et tombait avec un bruit sourd sur des tapis d'un bleu moelleux et fané. Sitôt levée, la lune se mit à errer comme une goule sur les tombes coniques du cimetière. Le ciel était bleu, comme la queue écaillée d'une sirène, et le marchand grec trouvait aux montagnes dénudées qui bordaient l'horizon une ressemblance avec les croupes bleues et rases des centaures. Toutes les étoiles concentraient leur lumière à l'intérieur du palais des femmes. Les marchands pénétrèrent dans la cour d'honneur pour s'abriter du vent de mer, mais les femmes effrayées se refusaient à les recevoir, et ils s'écorchèrent vainement les doigts à force de heurter les portes d'acier luisantes comme la lame d'un fer. Le froid était si cruel que le marchand hollandais perdit les 5 orteils de son pied gauche, et le marchand italien fut amputé de 2 doigts à la main droite par une tortue qu'il avait prise dans l'obscurité pour un simple cabochon de lapis lazuli. Enfin, un grand nègre sortit du palais en pleurant et leur expliqua que chaque nuit, les dames repoussaient son amour parce que sa peau n'était pas tout à fait assez sombre. Le marchand grec s'assura sa bienveillance en lui faisant cadeau d'un talisman fait de sang séché et de terre de cimetière, et le Nubien les introduisit dans une grande salle couleur d'outre-mer, en recommandant aux femmes de ne pas parler trop haut, de peur de réveiller les chameaux dans leur étable et de déranger les serpents qui têtent le lait du clair de lune. Les marchands ouvrirent leurs coffres sous l'œil curieux des servantes, au milieu des fumées d'odeur bleue, mais aucune des dames ne répondit à leurs questions, et les princesses n'acceptèrent pas leurs cadeaux. Dans une salle aux panneaux dorés, une chinoise, vêtue d'une robe orange, les traita d'imposteurs, parce que les anneaux qu'ils lui offraient devenaient invisibles au contact de sa peau jaune. Ils ne remarquèrent pas une femme vêtue de noir, assise au fond du corridor, et comme il marchait distraitement sur un pan de sa jupe, elle les maudit au nom du ciel bleu, dans la langue des Tartares, au nom du soleil, en langue turque, et au nom des sables, dans la langue du désert. Dans une salle tapissée de toiles d'araignée, ils n'obtinrent pas de réponse d'une femme habillée de gris, qui se palpait sans cesse pour s'assurer qu'elle existait. Dans une salle couleur de garance, ils s'enfuirent à la vue d'une femme vêtue de rouge qui perdait tout son sang par une large blessure ouverte dans sa poitrine, mais elle ne paraissait pas s'en apercevoir, car sa robe n'en était même pas tachée. Enfin, ils se réfugièrent dans le quartier des cuisines et délibérèrent sur le meilleur moyen de parvenir jusqu'à la caverne aux saphirs.
Ils étaient sans cesse dérangés par le passage des porteurs d'eau, et un chien couvert de gales vint lécher le moignon bleu du marchand italien, aux doigts coupés. Enfin, ils virent émerger de l'escalier de la cave une jeune esclave qui portait des morceaux de glace pilés dans un bol de verre trouble. Elle posa le bol au hasard sur une colonne d'air pour être libre de lever ses mains en guise de salutation à la hauteur de son front où était tatouée l'étoile des mages. Ses cheveux, noir-bleu, coulaient de ses tempes sur ses épaules. Ses yeux clairs regardaient le monde à travers 2 larmes, et sa bouche n'était qu'une meurtrissure bleue. Sa robe de toile lavande, déteinte par de trop fréquents lavages, était toute déchirée aux genoux parce qu'elle avait l'habitude de se prosterner sans cesse pour prier. Comme elle était sourde et muette, il importait peu qu'elle ne comprît pas leur langue. Elle hocha gravement la tête quand ils lui montrèrent du doigt tour à tour la couleur de ses yeux dans un miroir et les traces de ses pas dans la poussière du corridor. Le marchand grec lui proposa ses talismans. Elle les refusa, comme une femme heureuse, mais avec le sourire d'une femme désespérée. Le marchand hollandais lui tendait un sac plein de joyaux, mais elle fit une révérence en étalant des 2 mains sa robe toute trouée, et ils ne devinèrent pas si elle se jugeait trop pauvre ou trop riche pour ses splendeurs. Elle souleva le loquet d'une porte à l'aide d'un brin d'herbe. Et ils se trouvèrent dans une cour ronde comme l'intérieur d'un seau, empli jusqu'au bord par la froide lumière matinale. La jeune femme se servit de son petit doigt pour ouvrir une seconde porte qui donnait sur la plaine. Et l'un derrière l'autre, ils s'enfoncèrent à l'intérieur de l'île par une route que bordait une succession de bouquets d'aloès. Les ombres des marchands s'attachaient à leurs talons, petites et noires comme des vipères. La jeune femme, seule, en était complètement démunie, ce qui leur fit croire que c'était peut-être un fantôme. Les collines bleues, dans la distance, devenaient noires, brunes et grises, quand on s'en rapprochait. Mais le marchand tourangeau ne perdait pas courage et chantait pour se réconforter des airs de son pays. Le marchand castillan fut piqué à 2 reprises par un scorpion. Ses jambes enflèrent jusqu'aux genoux et prirent la couleur des aubergines mûres. Mais il ne ressentait nulle souffrance, et il marchait même d'un pas plus assuré et plus solennel que les autres, comme s'il se sentait supporté par 2 épais piliers de basalte bleu. Le marchand irlandais pleurait, parce que des gouttes de sang pâle perlaient au talon de la jeune femme qui marchait nu-pied sur des tessons de porcelaine et du verre brisé. Ils durent se glisser sur les genoux à l'intérieur de la caverne qui n'ouvrait sur le monde qu'une bouche étroite et gercée. Mais la gorge profonde était plus spacieuse qu'on aurait cru. Et quand leurs yeux eurent fait amitié avec les ténèbres, ils découvrirent partout des fragments de ciel entre les fissures du rocher. Un lac très pur occupait le centre du souterrain. Et quand le marchand italien y lança un jeton pour en mesurer la profondeur, on ne l'entendit pas tomber. Mais des bouillons se formèrent à la surface, comme si une sirène, brusquement réveillée, eût expiré tout l'air qui remplissait ses poumons bleus. Le marchand grec trempa ses mains avides dans cette eau qui les lui teignit jusqu'au poignet, comme le liquide bouillant dans la cuve du teinturier. Mais il ne parvint pas à se saisir des saphirs, voguant comme des flottilles de Nautilus sur ces eaux plus denses que celles des mers. Alors, la jeune femme défit ses longues tresses et plongea dans l'eau ses cheveux, où les saphirs se prirent comme dans l'émail soyeuse d'un filet sombre. Elle appela d'abord le marchand hollandais qui en emplit ses chausses, et le marchand tourangeau qui en remplit son bonnet.
Le marchand grec embourra une outre qu'il portait sur l'épaule, et le marchand castillan arracha de ses mains moites de sueur ses gants de cuir et les porta désormais suspendus à son cou comme des mains coupées. Quand vint le tour du marchand irlandais, le lac ne contenait plus de saphirs, et la jeune femme ôta son pendentif de verroterie en lui ordonnant par signe de le poser sur son cœur. Ils rampèrent hors de la caverne, et la jeune femme demanda au marchand irlandais de l'aider à rouler une grosse pierre sur l'ouverture. Puis elle fit un seau à l'aide d'un peu d'argile et d'un fil de ses cheveux. La route leur parut plus longue qu'au matin, et le marchand castillan, que ses jambes empoisonnaient, commençait à faire souffrir, chancelait en blasphémant le nom de la Mère de Dieu. Le marchand hollandais, qui avait faim, essaya de détacher les gourdes bleues des figures mûres, et des centaines d'abeilles enfoncées dans leur savoureuse épaisseur piquèrent profondément sa gorge et ses mains. Arrivés au pied des murailles, ils firent un détour pour éviter les sentinelles. Ils se dirigèrent sans bruit vers le port des pêcheurs de sirènes qui était toujours désert, car depuis longtemps, on ne pêchait plus de sirènes dans ce pays. Leur barque flottait mollement sur l'eau, amarrée à un orteil de bronze qui était le seul reste d'une statue colossale érigée en l'honneur d'un dieu dont personne ne savait plus le nom. Sur le quai, la jeune femme voulut prendre congé des marchands en posant ses deux mains sur son cœur. Mais le grec la saisit par les poignets et l'entraîna dans la barque, car il se proposait de la vendre au prince vénitien de Nègrepont qui aimait les femmes percluses ou blessées. La sourde muette se laissa emmener sans résistance, et ses larmes qui tombaient sur le plancher du pont se changeaient en aigues marines, de sorte que ses bourreaux, désormais, s'ingénièrent à la faire pleurer. Ils la mirent nue et l'attachèrent au grand mât. Son corps était si blanc qu'il servait de fanal aux bateaux naviguant par cette claire nuit des îles. Quand ils eurent terminé leur partie de jonchette, les marchands descendirent dans la cabine pour dormir. À l'aube, le Hollandais, tourmenté par le désir, monta sur le pont et s'approcha pour faire violence à la prisonnière. Mais elle avait disparu. Les liens vides pendaient au tronc noir du mât, comme une ceinture trop large, et il ne restait plus, à la place où s'étaient posés ses pieds minces et doux, qu'un petit tas d'herbes aromatiques d'où sortait une fumée bleue. Les jours suivants, un calme régna sur la mer, et les rayons du soleil tombant sur cette nappe couleur d'algues faisaient le bruit du fer chauffé à blanc, subitement plongé dans l'eau froide. Les jambes gangrenées du marchand castillan étaient bleues, comme les montagnes qu'on apercevait à l'horizon, et des ruisseaux de sanie coulaient des planches du pont dans la mer. Quand ses souffrances devinrent intolérables, il tira de sa ceinture une large dague triangulaire et coupa, à la hauteur des cuisses, ses deux jambes empoisonnées. Épuisé, il mourut à l'aube, après avoir légué ses saphirs au marchand balois, car c'était son ennemi mortel. Au bout d'une semaine, ils firent relâche à Smyrne, et le marchand tourangeau, qui craignait la mer, s'y fit débarquer dans l'intention de continuer son voyage sur le dos d'une bonne mule. Un banquier arménien lui échangea ses saphirs contre 10 000 pièces d'or à l'effigie du prêtre Jean. Elles étaient parfaitement rondes, et le tourangeau en chargea joyeusement 13 mules. Mais quand il revint à Angers, après 7 ans de voyage, il apprit que la monnaie du prêtre Jean n'avait pas cours dans son pays. À Raguse, le marchand hollandais troqua ses saphirs contre une cruche de bière criée sur le quai, mais il recracha bientôt ce fade liquide éventé qui n'avait pas le même goût que dans les tavernes d'Amsterdam. À Venise, le marchand italien débarqua pour se faire nommer Doge, mais il mourut assassiné le lendemain de ses noces avec le golfe. Quant au marchand grec, il attacha ses saphirs à un long fil
et les suspendit au flanc de la barque pour que le contact des vagues favorise leur belle couleur bleue. Les gemmes humides se liquéfièrent et n'ajoutèrent au trésor de la mer que quelques gouttes d'eau transparente. Mais le marchand grec se consola en pêchant des poissons qu'il faisait cuire sous la cendre. Au soir du 27e jour, ils furent attaqués par un corsaire. Le marchand valois avala ses saphirs pour les soustraire à l'avarice des pirates et mourut déchiré par des maux d'entrailles. Le grec se jeta à la mer et fut recueilli par un dauphin qui le reconduisit à Tinos. L'Irlandais, roué de coups, fut laissé pour mort sur la barque au milieu des cadavres et des sacs vides, mais on ne prit pas la peine de lui enlever le pendentif de verre bleu. Au bout de 30 jours, la barque, voguant à la dérive, entra d'elle-même dans le port de Dublin, et l'Irlandais descendit à terre pour mendier un morceau de pain. Il pleuvait, les toits obliques des maisons basses faisaient penser à de grands miroirs destinés à capter les spectres de la lumière morte, des flaques parsemaient la chaussée inégale, le ciel d'un brun sale était si embourbé que les anges n'auraient osé sortir de chez Dieu. Les rues étaient complètement désertes. Un éventaire de merci ambulants, garni de lacets, de souliers et de chaussettes beiges, était abandonné au bord d'un trottoir, sous un parapluie ouvert. Les rois et les évêques, sculptés sur le portail de la cathédrale, ne faisaient rien pour empêcher la pluie de tomber sur leur couronne ou sur leur tiare, et Sainte Madeleine la recevait sur ses seins nus. Le marchand découragé alla s'asseoir sur le porche à côté d'une jeune mendiante. Elle était si pauvre que son corps, bleui par le froid, se montrait sous les déchirures de sa robe grise. Ses genoux s'entrechoquaient légèrement, et elle tenait entre ses doigts couverts d'engelures un quignon de pain que le marchand lui demanda pour l'amour de Dieu. Il lui tendit aussitôt. Le marchand aurait voulu lui faire présent de la bille de verre bleu, car il n'avait rien d'autre à donner en échange de son pain. Mais il chercha vainement dans ses poches autour de son cou et parmi les grains de son rosaire, et il se mit à pleurer, car il ne possédait plus rien d'autre qui pût lui rappeler la couleur du ciel et la teinte de la mer où il avait failli périr. Il soupira profondément, et comme le crépuscule et le froid brouillard s'épaississaient autour d'eux, elle se serra contre lui pour le réchauffer. Il lui demanda des nouvelles du pays, et elle répondit dans le patois du village qu'il avait quitté tout enfant. Alors, il écarta les cheveux en désordre qui lui couvraient le visage, mais le visage de la mendiante était si sale que la pluie y traçait des rigoles blanches, et le marchand s'aperçut avec horreur qu'elle était aveugle, et que l'œil gauche disparaissait déjà sous une taie sinistre. Mais il n'en posa pas moins la tête sur ses genoux couverts de guenilles et s'endormit rassuré, car l'œil droit, privé de regard, était pourtant miraculeusement bleu.